Abigail, ne me quitte pas. Je suis peut-être pauvre maintenant, mais je gagnerai plus d'argent, je travaillerai plus dur. Ma femme, pense à nos 6 enfants. Ils sont encore si petits, ils ont besoin de toi. Ne nous quitte pas. Lâche-moi, pauvre charpentier. Tu sens lassé de ce mariage. J'en ai assez de cette vie misérable. Je regrette de t'avoir épousé. J'ai trouvé mieux. Quelqu'un de riche. Quelqu'un qui est prêt à me traiter comme une princesse. Quant aux enfants, ils iront bien. Bienvenue sur Ricmar, votre chaîne de contes 100% africain. Si seulement elle avait su que la vie de luxe qu'elle poursuivait la détruirait un jour. Mais la cupidité l'avait aveuglée. Et lorsqu'elle a enfin ouvert les yeux, il était déjà trop tard. Laissez-moi vous parler de Bio, un homme dont la femme l'a abandonné, lui et ses 6 filles, pour une vie de luxe. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à cette chaîne, et dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Commençons. À Freetown vivait un homme nommé Bio. Bio était marié à sa femme Abigail depuis 12 ans et ils avaient 6 magnifiques filles, dont 3 paires de jumelles. Les aînées, Rina et Tina, avaient 10 ans. Les jumelles du milieu, Cordelia et Amelia, avaient 8 ans, et les benjamines, Emerson et Madison, tout juste 6 ans. Bio était charpentier. Chaque matin, il se levait à 5 heures et se rendait à son petit atelier de menuiserie à la périphérie de la ville. L'atelier était rudimentaire, un simple abri en bois avec de vieux outils, de la sueur de bois au sol et une odeur de bois qui flottait dans l'air. Mais c'était un travail honnête, et Bio en était fier. Sa femme, Abigail, se contentait de leur vie simple. Elle aidait les filles à faire leurs devoirs, préparait les repas et vendait parfois des légumes au marché pour arrondir les fins de mois. Elle n'était pas riche. Non, elle n'avait pas de voiture. Elle n'habitait pas une grande maison, mais elle ne manquait de rien. Les filles allaient à l'école. Elles mangeaient 3 repas par jour. Elles avaient de quoi se vêtir. Elles se débrouillaient. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était imperceptible, vraiment imperceptible. Abigail voyait d'autres femmes au marché, des femmes qui avaient été ses amies, des femmes de son âge, arrivées en voiture, vêtues de dentelles coûteuses et parées de bijoux en or. Elles faisaient leurs courses sans regarder les prix, achetant tout ce qui leur plaisait. Et Abigail baissait les yeux sur son rappeur déchu, ses pantoufles usées, et une amertume naissait en elle. Elle se mettait à comparer, à se plaindre. Bio, disait-elle le soir, la voix empreinte de frustration. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres pour gagner de l'argent? Regarde le chauffeur du chef admis. Même le chauffeur a une voiture maintenant. Et nous, on galère toujours dans cette même petite maison. Bayer levait les yeux de son bois qu'il sculptait, les mains couvertes de sueur. L'Abigail, ma chère, on avance. Les affaires sont calmes en ce moment, mais ça va reprendre. Dieu pourvoira. Sois patiente. De la patience? Rétorqua Abigail sèchement. J'ai été patiente pendant 12 ans. J'en ai assez de manger les mêmes haricots et le même riz tous les jours. J'en ai assez de porter toujours les mêmes 3 pagnes. J'en ai assez de cette pauvreté. Les filles entendaient la voix de leur mère monter et échangeaient des regards inquiets. La petite Rina, même à seulement 10 ans, essayait de calmer sa mère. Maman, tout va bien. On a à manger. On va à l'école. Papa fait de son mieux. Mais Abigail agitait la main d'un air dédaigneux. Vous, les enfants, vous ne comprenez pas. Vous êtes encore trop jeunes. Vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir ainsi. Bio secouait tristement la tête et retournait à son travail. Que pouvait-il faire d'autre? Il travaillait aussi dur qu'il le pouvait. Les affaires de menuiserie étaient au ralenti. Les habitants de la ville n'avaient pas les moyens de s'acheter des meubles. Mais ils persévéraient, continuaient de travailler, espérant que la situation s'améliorerait. Les plaintes d'Abigail, elles, ne cessaient de plus belle. Elles devenaient plus fortes, plus fréquentes, plus acerbes. Un après-midi, alors qu'Abigail vendait son petit panier de légumes au marché, une élégante voiture noire s'arrêta devant son étal. La porte s'ouvrit et une femme vêtue de vêtements de luxe en sortit. Une robe en dentelle rouge vif brodée d'or, des lunettes de soleil de marque et des bijoux qui scintillaient au soleil. L'Abigail appela la femme en retirant ses lunettes de soleil. « C'est bien toi ?» Abigail leva les yeux, plissant les yeux.
Puis elle l'a reconnu. Moi? Moi? Du lycée? Oui, c'est bien toi. Pour moi. Dit-elle en riant et en s'approchant, ses talons claquant sur le sol. Mon Dieu, Abigail, que fais-tu ici à vendre des légumes? Abigail sentit la honte l'envahir. Elle baissa les yeux sur ses vêtements délavés et son petit panier de tomates et de poivrons. Ah, pour moi, tu sais comment c'est, la vie. On se débrouille, tout juste. Pour moi la regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. Tu te débrouilles? Mais Abigail, tu es l'une des filles les plus brillantes de notre classe. Belle, intelligente, et maintenant, regarde-toi, à vendre des légumes au marché comme ça. Abigail ravala sa fierté. La vie n'a pas été facile, ma sœur. Mon mari n'est que charpentier. Nous avons 6 filles à charge. On survit tant bien que mal. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas juste. Une si belle femme ne devrait pas souffrir ainsi. Elle fouilla dans son sac à main de luxe et en sortit une carte de visite. Écoute, je vais à une soirée samedi soir. Il y aura des gens importants. Des hommes d'affaires, des politiciens, des chefs, viens avec moi. Laisse-moi te présenter des personnes qui peuvent changer ta vie. Abigail fixa la carte. Au fond d'elle, elle savait ce que Fumi proposait réellement. Tout le monde savait de quel genre de soirée il s'agissait. Tout le monde savait ce que faisaient les femmes comme elle pour s'offrir leurs voitures et leurs bijoux en or. Mais le germe du mécontentement avait déjà pris racine dans le cœur d'Abigail. Et maintenant, il commençait à grandir. D'accord, dit Abigail doucement en prenant la carte. Je viendrai. Elle sourit. Bien. Mais quelque chose de joli. Ou plutôt, viens chez moi samedi après-midi. Je te prêterai une tenue convenable. Tu ne peux pas aller à ce genre de soirée habillée comme ça. Elle désigna les vêtements qu'Abigail portait au marché. Le soir même, quand Abigail rentra, Bio remarqua quelque chose de différent chez elle. Elle semblait distraite, distante. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» répondit-elle sèchement. « Juste fatiguée. » Mais elle n'était pas fatiguée. Elle repensait à la voiture qu'elle conduisait, aux bijoux qu'elle portait, à la vie qu'elle menait, et elle la désirait. Oh, comme elle la désirait! Ce samedi-là, Abigail annonça à Bio qu'elle allait rendre visite à une vieille amie. « Quelle amie ?» demanda Bio, inquiet. « Tu veux que je vienne avec toi ?» « Non », répondit Abigail trop vite. Puis elle adoucit sa voix. « Non, c'est juste une amie de lycée. On va juste se raconter nos vies. Rien de sérieux. » Bio acquiesça, confiant en sa femme. « D'accord, mais ne rentre pas trop tard. Les filles vont te manquer. » Mais Abigail est restée dehors tard, très tard. Fumi est venu la chercher en voiture et l'a emmenée dans un hôtel de luxe en ville. La fête se déroulait au dernier étage, dans une suite pentouse remplie d'hommes fortunés en agada somptueux, de femmes en robes scintillantes, de champagne à flots et de musique. Abigail n'avait jamais rien vu de pareil. « Viens », dit Fumi en l'entraînant dans la foule. « Laisse-moi te présenter. » Ce soir-là, Abigail rencontra le chef Okono. C'était un homme imposant, tant par sa taille que par son statut. Il possédait des entreprises de construction, avait des contrats gouvernementaux, conduisait 3 voitures différentes et il appréciait Abigail. Il l'appréciait beaucoup. « Vous êtes une très belle femme », dit-il d'une voix douce en lui tendant une coupe de champagne. « Quel est votre nom ?»« L'Abigail », répondit-elle, le cœur battant la chamade. « L'Abigail », répéta-t-il en souriant. « Un beau nom pour une belle femme. Êtes-vous mariée ?» Abigail hésita. Puis elle mentit. « Moi, je suis célibataire. » Le sourire du chef Okono s'élargit. « Bien. Très bien. » À la fin de la soirée, le chef Okono avait donné à Abigail 20 mineras, une somme supérieure à celle que Bio avait gagnée en 2 mois. Il lui donna aussi son numéro de téléphone. « Appelle-moi, dit-il. Je veux te revoir. » Quand Abigail rentra cette nuit-là à 3 heures du matin, Bio était réveillé, inquiet et malade. « Où étais-tu » demanda-t-il.
J'étais si inquiet. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je t'ai dit que j'étais chez une amie, répondit Abigail d'un ton désinvolte en passant devant lui. Arrête de faire tout un drame. Bio remarqua quelque chose d'inhabituel chez elle. Sa coiffure avait changé. Elle sentait un parfum de luxe. Et, était-ce un nouveau sac à main? L'Abigail, que se passe-t-il? Demanda-t-il doucement. Rien ne se passe, rétorqua-t-elle sèchement. Je suis juste fatiguée. Laisse-moi tranquille. La petite Madison, âgée de 6 ans, s'était réveillée en sursaut à cause du bruit. Elle sortit en se frottant les yeux. Maman, où étais-tu passée? Retourne te coucher, cria Abigail à sa fille. Ce n'est rien, ma chérie. Maman est juste fatiguée. Viens, je te ramène au lit. Tandis qu'il portait sa fille en pleurs jusqu'à la chambre, Abigail ne se retourna même pas. Elle pensait déjà au moment où elle reverrait le chef Okono. Au cours des mois suivants, Abigail changea radicalement. Elle commença à sortir plus souvent, à rendre visite à des amis, disait-elle. Mais elle rentrait avec des vêtements, des chaussures, des bijoux, des choses hors de prix que Bio n'aurait jamais pu lui offrir. Où trouves-tu l'argent pour tout ça? Demanda Bio un soir, la voix empreinte de peine et de confusion. Occupe-toi de tes affaires, rétorqua Abigail. C'est ton argent que je dépense? Concentre-toi sur ton travail de menuiserie et fiche-moi la paix. Les filles l'avaient aussi remarqué. Rina et Tina, même âgées de 10 ans, voyaient leur mère quitter la maison habillée comme pour un mariage, puis revenir aux aurores. Maman, où vas-tu? Demanda un jour Cordelia, sa voix de 8 ans empreinte de confusion et de peine. Ce n'est pas ton problème, répondit froidement Abigail. Concentre-toi sur tes études. Elle cessa de cuisiner pour sa famille et de les aider. Certains soirs, elle ne rentrait même pas. Bio devait se lever tôt, préparer les filles pour l'école, les aider à enfiler leurs uniformes, les coiffer, bref, tout ce qu'Abigail faisait auparavant. Emma, 6 ans, pleurait tous les matins. Papa, où est maman? Pourquoi maman ne nous aide plus? Bio esquissait un sourire forcé, tentant de dissimuler sa propre peine. Maman est occupée, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, papa est là. Papa va s'occuper de toi. Les voisins se mirent à parler, à se montrer du doigt, à chuchoter dans le dos de Bio. Tu vois la femme de Bio? Elle fréquente des hommes importants. Je l'ai vue à l'hôtel avec le chef la semaine dernière. C'est honteux. Cette femme n'a aucun respect pour son mari ni pour ses enfants. Bio entendait les murmures, il ressentait la honte, mais que pouvait-il faire? Il aimait sa femme. Il espérait toujours qu'elle changerait, qu'elle se souviendrait de leur famille. Mais Abigail était trop loin dans sa chute. Le chef lui avait acheté une voiture, une Honda flambant neuve. Il payait le loyer d'un petit appartement en ville. Il lui donnait de l'argent, l'emmenait dans des restaurants chics, lui achetait de l'or. Et Fumi continuait de l'encourager. Pourquoi restes-tu encore chez cet homme? Lui demanda-t-il un jour. Et tu gagnes ton propre argent maintenant. Tu as ta propre voiture. Le chef Okono veut t'épouser officiellement. Quitte cette capitale misérable et tourne la page. Et peu à peu, l'idée fit son chemin dans l'esprit d'Abigail. Pourquoi rester? Que avait-elle à gagner à rester mariée à un pauvre charpentier? Elle avait goûté au luxe. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un samedi après-midi, Abigail arriva en voiture devant la maison de Bio. Les voisins sortirent pour la regarder. Ils n'avaient jamais vu de voiture garée devant sa petite maison. Bio était dans le jardin, en train de réparer une chaise. Les filles étaient à l'intérieur. Rina aidait Cordelia à faire ses devoirs, tandis que Tina tressait les cheveux d'Emerson. La petite Madison coloriait dans un livre. Abigail sortit de la voiture, vêtue d'une robe en dentelle dorée somptueuse, le cou et les poignets couverts de bijoux. Bio, lança-t-elle froidement. Bio leva les yeux, le cœur lourd. Il pressentait, d'une manière ou d'une autre, ce qui allait se produire. Je m'en vais, annonça Abigail, sa voix suffisamment forte pour que les voisins l'entendent. J'ai trouvé mieux, quelqu'un qui peut prendre soin de moi, par un misérable comme toi. Bio se leva, la voix tremblante.
Je t'en prie. Bio se leva, la voix tremblante. Je t'en prie, ne fais pas ça. Pense à nos filles. Pense à notre famille. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. 12 ans de souffrance. Abigail cria. 12 ans à manger la même chose, à porter les mêmes vêtements, à vivre dans cette même petite maison. J'en ai assez. C'est fini. Les filles accoururent en entendant la voix de leur mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? S'écria Rina, 10 ans. Où vas-tu? Je pars, répondit Abigail d'un ton neutre. Je vais vivre chez le chef Okono. Il m'a acheté une vraie maison. Une grande maison. Pas cette cage de misère. Maman, s'il te plaît. Tina serra la main de sa mère. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Cordelia et Amelia, 8 ans, se mirent à pleurer, se serrant l'une contre l'autre. Emerson et Madison, 6 ans, coururent vers leur père, enfouissant leur visage dans ses jambes, sanglotant. Mais le cœur d'Abigail était devenu de pierre. Vous allez vous en sortir, les filles. Restez ici avec ton père si tu veux, mais je m'en vais. Bio s'effondra à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. L'Abigail, je t'en supplie, ne détruis pas notre famille comme ça. Quoi que j'ai fait de mal, je changerai. Pense aux filles, je t'en prie. Elles sont encore si jeunes. Elles ont besoin de leur mère. Il agrippa sa jambe, se cramponnant désespérément, pleurant à chaudes larmes. Abigail le regarda avec dégoût. Lâche-moi, misérable. Tu pues la sueur et l'échec. J'en ai assez de cette vie. Elle repoussa sa main d'un coup de pied, alors qu'elle se retournait pour remonter dans sa voiture, la petite Madison accourut. Maman, maman, ne pars pas. S'il te plaît, maman. La fillette de 6 ans pleurait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Mais Abigail ne lui adressa même pas un regard. Elle monta dans sa voiture et partit sans se retourner. Les 6 filles restèrent là, en larmes. Les voisins, impassibles, secouaient la tête. Bio, agenouillé dans la poussière, était entouré de ces 6 jeunes filles qui pleuraient à chaudes larmes. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Bio. Il serra ces 6 filles dans ses bras tandis qu'elles s'endormaient en pleurant. Toutes posaient la même question. Papa, pourquoi maman nous a-t-elle quittés? Maman ne nous aime plus. Bio n'avait pas de réponse. Il les serrait fort dans ses bras et pleurait avec elles. Après le départ d'Abigail, la vie de Bio devint un cauchemar. Non seulement parce qu'il élevait désormais seul 6 jeunes filles, non seulement parce que son activité de menuiserie peinait toujours à prospérer, mais aussi à cause des moqueries. Oh, les moqueries étaient incessantes. On le montrait du doigt au marché. C'est l'homme dont la femme l'a quitté pour le chef Okono. On riait à son passage. Mon vieux, ta femme conduit maintenant. Et toi, quand est-ce que tu t'achèteras la tienne? Certains disaient qu'il était maudit. Cet homme a dû faire quelque chose de terrible. C'est pourquoi sa femme l'a abandonné, lui et ses 6 filles. Le pire était d'emmener ses filles à l'école. Il avait une vieille brouette, du genre de celle qu'on utilise pour transporter le sable et le ciment. Il n'avait pas les moyens de s'offrir une voiture, ni même une moto, pour emmener ses 6 filles. Et comme l'école était loin de chez eux, il les faisait asseoir 3 par 3 dans la brouette et les poussait jusqu'à l'école. Chaque matin, il chargeait d'abord Emerson, Madison et Cordelia dans la brouette et les poussait jusqu'à l'école. Puis il retournait en courant chercher Amelia, Rina et Tina pour le 2e trajet. Les gens s'arrêtaient au bord de la route et riaient, le montraient du doigt, se moquaient de lui. Regardez Bio, il pousse ses filles comme si c'était des sacs de ciment. Des filles et même pas une brouette pour les transporter correctement. Sa femme a eu la sagesse de le quitter. Qui voudrait souffrir ainsi? Les filles ressentaient aussi la honte. Rina, même à 10 ans, comprenait ce que les gens disaient. Il lui arrivait de pleurer en allant à l'école. Papa, tout le monde se moque de nous, murmurait Amelia, 8 ans, les larmes aux yeux. La petite Madison cachait son visage dans ses mains, honteuse que sa camarade l'ait vue dans une brouette. Mais Bio, malgré sa douleur, souriait. Ne vous en faites pas, mes filles. Laissez-les rire. Un jour, les choses changeront. Concentrez-vous sur vos études.
L'éducation est le seul héritage que je puisse vous laisser. Si vous travaillez dur, si vous faites des études, plus personne ne se moquera de vous. Et malgré leur jeune âge, les filles comprenaient. Elles voyaient le sacrifice de leur père. Elles le voyaient se lever à 4 heures du matin pour préparer leur petit déjeuner, du pain grillé et des cacahuètes, parfois juste du pain et du thé. Elles le voyaient tresser leurs cheveux, même si ses grandes mains de menuisier étaient maladroites avec les tresses. Elles le voyaient laver leurs uniformes scolaires à la main tous les soirs pour qu'ils soient propres le lendemain. Elles le voyaient marcher toute la journée sous un soleil de plomb, coudre du bois, fabriquer des meubles, rentrer épuisées, les cheveux couverts de sueur et les mains couvertes d'ampoules. Elles le voyaient parfois sauter des repas pour qu'il y ait assez à manger pour eux. Et elles aimaient leur père de tout leur cœur. Elles étaient déterminées à le rendre fier. La première année après le départ d'Abigail fut la plus difficile. Bio dut apprendre à être à la fois père et mère. Il dut apprendre à cuisiner de vrais repas, pas seulement les plats simples qu'il connaissait, mais aussi les soupes et les ragoûts dont les filles avaient besoin. Il a brûlé le riz un nombre incalculable de fois. La soupe était parfois trop salée, parfois trop liquide. Mais il persévérait. Il devait apprendre à tresser les cheveux. Rina, 10 ans, s'asseyait patiemment tandis qu'il tentait maladroitement de lui tresser les cheveux, tirant trop fort et faisant des tresses de travers. Elle ne se plaignait jamais, même quand ça lui faisait mal. « Ça va, papa, disait-elle. Tu apprends. Tu te débrouilles bien. » Il dut apprendre à raccommoder leurs vêtements déchirés, à les aider à faire leurs devoirs, même épuisés, à les consoler quand ils se réveillaient en pleurant la nuit. L'entreprise de menuiserie peinait toujours à prospérer. Certains mois, il gagnait à peine de quoi payer les frais de scolarité de ses filles. Il se privait de vêtements neufs, portant les mêmes 2 chemises et 2 pantalons pendant des années. Ses propres chaussures étaient trouées, mais il veillait à ce que ses filles aient des chaussures d'école convenables. Il y avait des jours où il n'avait rien à manger à la maison. Il y avait des jours où Bio disait aux filles « Papa n'a pas faim » et leur donnait sa portion. Il y avait aussi des jours où elles ne mangeaient que du gari et du sel, faute d'argent pour la soupe. Mais malgré tout, Bio veillait à une chose, ses filles allaient à l'école tous les jours. Même sans argent pour les transports, il poussait sa brouette. Même malade, il se levait péniblement pour les préparer pour l'école. L'éducation est la clé de votre avenir, leur répétait-il chaque soir avant de dormir. Peu importe les difficultés de la vie, si vous êtes instruite, vous pouvez changer votre destin. Promettez-moi de ne jamais abandonner vos études. Et les filles le promettaient. Même Emerson et Madison, âgés de 6 ans seulement, comprenaient l'importance de l'école. Malgré leur jeune âge, les filles aidaient leur père de toutes les manières possibles. Rina, l'aînée, était devenue comme une seconde mère pour ses petites sœurs. Elle les aidait à s'habiller le matin, veillait à ce que leur cartable soit bien préparé et les aidait à faire leurs devoirs. Tina aidait à la cuisine. Elle avait appris en observant son père, et très vite, elle savait préparer des plats simples comme du riz et du ragoût, des haricots et des bananes plantains. Quand Bio rentrait du travail épuisé, Tina avait parfois déjà préparé le dîner. Cordelia et Amelia nettoyaient la maison, balayaient et faisaient la vaisselle. Ils allaient chercher de l'eau au puits et aidaient à laver le linge de leur petite sœur. Même Emerson et Madison apportaient leur contribution, à leur manière. Ils rangeaient les outils de leur père à son retour de l'atelier, mettaient la table pour les repas et veillaient à la propreté de la maison. Ils comprenaient tout ce que leur père faisait de son mieux et souhaitaient tous alléger son fardeau. À l'école, les filles étaient concentrées. Pendant que les autres enfants jouaient à la récréation, Rina et Tina lisaient à la bibliothèque. Cordelia et Amelia posaient des questions à leurs professeurs, désireuses de tout comprendre. Même les petites Emerson et Madison prenaient leurs études au sérieux. Leurs professeurs l'ont remarqué. Ces filles sont différentes. Un professeur fit remarquer. Malgré leur situation familiale, ce sont parmi les meilleurs élèves de l'école. Mais les moqueries ne cessèrent pas. Lorsque les filles eurent 12, 10 et 8 ans, Bio les emmenait encore à l'école dans la brouette. L'activité s'était légèrement améliorée. Il pouvait désormais faire 2 allers-retours sans avoir à rentrer chez lui, car il avait acheté une 2e brouette, plus petite, mais cela restait humiliant. Un jour,
Une riche habitante de la ville passait en voiture lorsqu'elle aperçut Bio poussant ses filles dans une brouette. Elle s'arrêta et lui demanda. Bio, c'est comme ça que tu transportes tes enfants? Rina baissa les yeux sur ses mains, retenant ses larmes. Bio s'arrêta, essoufflé par l'effort de pousser la lourde brouette. Oui, madame, c'est tout ce que je peux me permettre pour l'instant. La femme secoua la tête. C'est honteux. Ces enfants devraient être dans un véhicule convenable. Ce n'est pas normal. Je sais, madame, dit-il doucement, mais c'est ma situation actuelle. Je fais de mon mieux. De votre mieux? La femme rit d'un rire moqueur. Votre mieux, c'est de trimballer vos filles comme du bétail. Pas étonnant que ta femme t'ait quitté. Elle en avait assez de cette vie humiliante. Les filles virent le visage de leur père se décomposer. Elles virent la douleur dans ses yeux. Et quelque chose changea en elles ce jour-là. Arrivée à l'école, Rina réunit ses sœurs pendant la récréation. Écoutez-moi, dit-elle d'une voix jeune et déterminée. Nous allons travailler plus dur que tous les autres élèves de cette école. Nous allons accomplir de grandes choses. Et un jour, nous achèterons une voiture à papa. Non, pas n'importe quelle voiture. Nous allons lui construire une grande maison. Nous ferons en sorte que plus jamais personne ne se moque de lui. Cordelia acquiesça. Oui, nous rendrons papa fier. Les larmes aux yeux, Emerson dit. Je ne veux plus que papa nous pousse dans la brouette. Je veux lui acheter un patron, un vrai patron. Dès lors, les filles prirent leurs études avec encore plus de sérieux. Elles se levaient à 5 heures du matin pour étudier avant l'école. Le soir, elles étudiaient à la faible lueur de la lampe à pétrole pendant que leur père réparait des meubles. Des années plus tard, un événement bouleversa tout. Rina et Tina avaient alors 15 ans et s'apprêtaient à terminer leurs études secondaires. Cordelia et Amelia avaient 13 ans, tandis qu'Emerson et Madison en avaient 11. Le gouvernement de l'État annonça un projet, la construction d'un grand lycée public à Freetown. C'était un projet colossal qui nécessitait du mobilier pour les salles de classe, les bureaux administratifs, les salles des professeurs, absolument tout. Les menuisiers locaux furent invités à soumettre une offre. Bio n'avait jamais rien géré d'une telle envergure. Ses mains tremblaient tandis qu'il préparait sa proposition. Il passa 3 nuits blanches à calculer les coûts, à concevoir les plans et à prier. Rina, 15 ans, l'aida à rédiger la proposition dans un centre d'affaires avec l'argent qu'elle avait économisé en vendant des oranges après l'école. Papa, tu peux le faire, l'encouragea-t-elle. Tes meubles sont les plus beaux de la ville. Il le verrait bien. Le jour de la présentation des offres, Bio avait mis ses plus beaux vêtements, c'est-à-dire une simple chemise et un pantalon propre, rien d'extravagant. La chemise avait été cousue il y a des années et était délavée, mais propre. Il entra dans la pièce remplie d'autres menuisiers, certains avec de grands ateliers et des présentations soignées. Bio se sentait petit, insignifiant. Sa présentation se résumait à quelques feuilles dactylographiées et à quelques photos de meubles qu'il avait fabriqués. Mais quand son tour arriva, il se leva et parla avec sincérité. « Je ne suis qu'un simple menuisier, dit-il doucement, la voix légèrement tremblante. Je n'ai ni grand atelier ni beaucoup d'employés, mais je vous le promets, si vous me confiez ce contrat, je m'y investirai pleinement. J'utiliserai le meilleur bois, je fabriquerai des meubles qui dureront 20 ans. Je superviserai personnellement chaque étape, car je ne travaille pas uniquement pour l'argent. Je travaille pour offrir un avenir meilleur à mes 6 filles. Je travaille pour prouver qu'un homme honnête peut réussir. Je travaille pour montrer à mes filles que le travail acharné et l'intégrité finissent toujours par payer. » Il leur montra des photos de son travail, des pièces simples mais belles, des chaises robustes et bien conçues, des tables aux finitions impeccables, des bureaux aux assemblages soignés. Quelque chose dans son honnêteté toucha le jury. Ils virent les callosités de ses mains. Ils virent la sincérité dans son regard. Ils virent la chemise délavée mais propre qu'il portait avec dignité. 3 jours plus tard, Bio reçut une lettre. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Ses 6 filles étaient réunies autour de lui dans leur petit salon. Il lut la première ligne et sa voix se brisa. « J'ai décroché le contrat. » La pièce explosa de joie. Rina, 15 ans, fondit en larmes. Cordelia,
13 ans, sautait de joie. Emerson, 11 ans, courut embrasser son père. Les 6 filles pleuraient, riaient, criaient de bonheur. Bio tomba à genoux et pleura. Non pas de tristesse cette fois. Des larmes de joie. Des larmes de gratitude. Des larmes de soulagement. Merci, mon Dieu. Merci. Merci de ne pas nous avoir oubliés. Ce soir-là, pour la première fois en 5 ans, ils firent un festin. Bio avait acheté du poulet, du vrai poulet, du riz et des boissons. Les filles mangèrent à satiété, riant et parlant avec enthousiasme de ce que cela signifiait pour leur famille. Papa, Tina, 15 ans, demanda, « Ça veut dire qu'on n'utilisera plus la brouette ?» Bio sourit, les larmes aux yeux. « Oui, ma fille. Plus de brouette. Je te le promets. » Le contrat changea tout. Bio embaucha plus d'ouvriers, des jeunes hommes du village qui cherchaient du travail. Il loua un atelier plus grand. Il acheta de meilleurs outils, du meilleur bois, de meilleurs matériaux. Pendant 8 mois, il travailla comme jamais auparavant. Il se levait à 4 heures du matin et ne rentrait pas avant 21 heures. Mais désormais, ses filles comprenaient. Elles savaient qu'il construisait leur avenir. Et les meubles qu'il fabriquait étaient d'une qualité exceptionnelle, d'une beauté artisanale remarquable, robuste et durable. Chaque pièce était réalisée avec amour et soin. Les représentants du gouvernement furent impressionnés. Tellement impressionnés qu'une fois le projet scolaire terminé, ils le rappelèrent. « Bio, dit le ministre de l'Éducation, nous avons un autre projet. Un hôpital a besoin de mobilier. Cela vous intéresse-t-il ? » Oui, monsieur, s'exclama presque Bio. Oui, cela m'intéresse. Un autre contrat, puis un autre, puis un autre. La nouvelle se répandit dans tout l'État. Si vous voulez des meubles de qualité, allez chez Bio. Cet homme travaille comme s'il fabriquait pour ses propres enfants. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Pour chaque chaise, chaque table, chaque bureau, il imaginait ses filles assises dessus et il veillait à ce que tout soit parfait. L'argent commença à rentrer. Du vrai argent. La première chose que fit Bio fut d'acheter une voiture. Pas une voiture de luxe, juste une Toyota d'occasion, mais propre et en bon état de marche. Le jour où il arriva en voiture chercher ses filles pour l'école, tout le voisinage sortit pour le regarder. Rina pleura en la voyant. « Papa, tu l'as fait. Tu as acheté une voiture. »« Non, ma fille, » répondit Bio, les larmes aux yeux. « Nous l'avons fait. Vous m'avez donné la force de continuer. Cette voiture est pour nous toutes. » Ce premier trajet en voiture pour aller à l'école, au lieu de la brouette. Oh, les filles ne l'oublieraient jamais. Assises à l'arrière, toutes les 6 serrées les unes contre les autres, elles riaient et pleuraient à la fois. Arrivées à l'école, leurs camarades étaient bouche bée. « C'est la voiture de Bio », murmura quelqu'un. L'homme qui promenait ses filles dans une brouette. Ceux qui s'étaient moqués d'eux les regardaient désormais d'un œil nouveau. Au cours des 5 années suivantes, l'entreprise de Bio connut une croissance fulgurante. Il passa de la menuiserie à la fabrication de meubles. Il ouvrit une véritable usine et employa 20 ouvriers. Ces meubles se vendaient non seulement à Freetown, mais aussi dans les capitales des États voisins. Il veillait à ce que ses filles ne manquent de rien pour leurs études. Rina et Tina, aujourd'hui âgées de 20 ans, avaient terminé leurs études secondaires en tête du classement. Toutes deux avaient obtenu d'excellents résultats à leurs examens finaux. Rina souhaitait faire des études de médecine. Tina voulait étudier le droit. Ses parents payaient leurs frais de scolarité pour qu'elles puissent aller à l'université. Pour la première fois de leur vie, ces filles allaient à l'université. Les mêmes filles qu'ils promenaient autrefois dans une brouette. Lorsqu'il les déposait sur le campus, il les serrait fort dans ses bras et leur disait « Souvenez-vous d'où vous venez. Souviens-toi de la brouette. Souviens-toi des moqueries. Laisse-les te donner la force de réussir. Mais ne méprise jamais ceux qui luttent, car nous aussi, nous sommes passés par là. » Oui, papa, promirent-elles toutes les deux. Cordelia et Amelia, aujourd'hui âgées de 18 ans, réussirent également brillamment leurs examens. Cordelia souhaitait étudier le droit. Amelia voulait devenir médecin.
Emerson et Madison, alors âgés de 16 ans, faisaient déjà preuve d'une grande intelligence. Tous deux étaient passionnés par le commerce et les mathématiques. Bio prenait tout en charge, les frais de scolarité, les manuels scolaires, les frais de transport. Il veillait à ce qu'il ne manque de rien. Son entreprise continuait de prospérer. Il acheta une maison plus grande dans un quartier plus huppé. Pas encore un manoir, mais une vraie maison avec assez de chambres pour tout le monde. Pour la première fois de leur vie, les filles avaient chacune leur propre chambre. Les mêmes voisins qui s'étaient moqués de lui le saluaient maintenant avec respect. Bonjour, Alaji. Ils avaient commencé à l'appeler Alaji, même s'il n'était pas allé à la Mecque, car on appelait ainsi les hommes prospères. Mais Bio n'a jamais oublié d'où il venait. Il passait encore parfois devant sa vieille maison, la regardant, se souvenant, se remémorant la douleur, la lutte. La brouette rouillait toujours dans un coin de son ancienne cour. Désormais, il refusait de s'en débarrasser. Cette brouette a appris l'humilité à mes filles, disait-il. Là elle reste. Les filles brillèrent dans leurs études universitaires. Rina, étudiante en médecine, était l'une des meilleures élèves de sa promotion. Elle était si brillante qu'en 3e année, elle obtint une bourse pour poursuivre ses études de médecine au Royaume-Uni. Une bourse complète, tous frais payés. À la réception de la lettre, elle appela son père en pleurs. « Papa, j'ai obtenu une bourse pour étudier au Royaume-Uni. » Bio pleurait au téléphone. « Vas-y, ma fille. Va leur montrer qu'une fille qu'on poussait autrefois à l'école dans une brouette peut rivaliser avec n'importe qui au monde. » Tina, étudiante en droit, brilla également. Elle était la meilleure de sa promotion et reçut le prix de la meilleure étudiante. En dernière année, elle obtint une bourse pour faire son master au Canada. Bio n'en revenait pas. 2 de ses filles partaient étudier à l'étranger. Ces mêmes filles dont on s'était moqué. Cordelia et Amelia, suivant les traces de leur sœur, étaient elles aussi des étudiantes brillantes. Cordelia sortit major de sa promotion en droit et décrocha un poste dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Lagos. Amelia devint médecin et fut embauchée par l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Emerson et Madison, les plus jeunes jumelles, se lancèrent ensemble dans les affaires. Elles créèrent une entreprise de mode grâce au petit capital que leur avait donné leur père et au sens des affaires qu'elles avaient acquis en l'observant bâtir sa propre entreprise. En 3 ans, leur marque devint l'une des plus populaires d'Afrique de l'Ouest. Leurs créations furent présentées dans des magazines internationaux. Des célébrités portaient leurs vêtements. Toutes les 6 filles connurent le succès. Et aucune n'oublia leur père. Lorsque Rina termina ses études de médecine au Royaume-Uni et décrocha un poste très bien rémunéré dans un hôpital londonien, elle appela ses sœurs. « Mes sœurs », dit-elle lors de l'appel vidéo. Elles étaient toutes les 6 connectées. « C'est le moment. Nous nous sommes toutes promises, petites, de construire une vraie maison pour papa. Maintenant, nous pouvons le faire. » Oui, approuva Tina depuis le Canada, où elle était désormais une avocate reconnue. Allons-y. Chacune contribua. Rina et Tina envoyèrent de l'argent depuis l'étranger. Cordelia et Amelia envoyèrent de l'argent depuis leur travail. Emerson et Madison financèrent le projet grâce à leur entreprise de mode. Et elles ne se contentèrent pas de construire une maison. Elles firent construire un véritable manoir. Elles le firent bâtir à Lagos, dans le quartier de Lekki, l'un des plus chers du Nigeria. Une magnifique demeure blanche avec 6 chambres, une pour chacune de leurs filles, un immense salon, un bureau pour leur père, une piscine, un jardin et des voitures de luxe dans le garage. Au-dessus du portail, elles installèrent une plaque dorée portant l'inscription. Une maison construite par ces 6 filles en remerciement à un père qui n'a jamais baissé les bras. Une fois la maison achevée, elles préparèrent une surprise. Elles annoncèrent à leur père qu'elles souhaitaient l'emmener à Lagos pour une réunion d'affaires. Bio, devenu lui-même un homme d'affaires prospère, accepta. Il prit la route pour Lagos, ignorant ce qui l'attendait. Ils lui bandèrent les yeux en plaisantant et le conduisirent jusqu'au portail. Puis, ils lui retirèrent le bandeau. Bio fixa la plaque dorée, lut les mots, contempla l'immense demeure derrière le portail, et s'effondra à genoux en pleurant. Ces 6 filles étaient là, réunies. Rina était arrivée de Londres. Tina, du Canada.
Cordelia et Amelia avaient pris un jour de congé. Emerson et Madison avaient fermé leur boutique de mode pour la journée. Toutes se mirent à genoux auprès de leur père et pleurèrent ensemble. « Papa, » dit Rina entre deux sanglots, « te souviens-tu de la brouette ?» Bio hocha la tête, incapable de parler. « Te souviens-tu des moqueries ? Des railleries ?» Il hocha de nouveau la tête. « Cette maison, » dit Tina, « est notre réponse à tout cela. Cette maison est la preuve qu'un bon père élève des filles qui réussissent. Cette maison est la preuve que le travail acharné et l'intégrité finissent toujours par payer. »« Papa, » dit la petite Madison, même si elle n'était plus si petite. Elle avait maintenant 26 ans. « Nous avons rapporté la brouette ici. » Bio leva les yeux, surpris. « Oui, » répondit Emerson. « Nous voulons l'exposer dans la propriété, sous une vitrine, pour ne jamais oublier d'où nous venons. Ainsi, nos enfants et petits-enfants la verront et sauront que la réussite ne dépend pas de ses origines, mais de sa persévérance. » Ils aidèrent leur père à se lever et le conduisirent dans le manoir. Il parcourut les pièces, émerveillé. Chaque pièce était magnifiquement meublée. Son bureau était doté d'un bureau en acajou et d'étagères remplies de livres. Le salon était meublé avec les plus beaux meubles. Ironie du sort, car désormais, il n'avait plus besoin de fabriquer ses propres meubles. Il pouvait s'offrir le meilleur. « C'est trop », répétait Bio. « C'est trop. »« Non, papa », répondit Cordelia. « Ce n'est pas trop. Ce n'est même pas suffisant pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Pour les repas que tu as sautés pour qu'on puisse manger. Pour les vêtements que tu n'as pas achetés pour qu'on ait des uniformes scolaires. Pour toutes ces fois où tu nous as poussés dans cette brouette jusqu'à ce que tu aies mal au dos. Pour avoir été notre mère et notre père quand maman nous a quittés. » À l'évocation de leur mère, l'atmosphère changea légèrement. Elle n'avait pas beaucoup parlé d'Abigail ces dernières années. C'était un sujet douloureux, mais elle restait leur mère et elle s'était souvent demandé ce qu'elle était devenue. « Papa, » demanda Rina doucement, « avez-vous des nouvelles de maman ?» Bio secoua la tête. « Non, après son départ, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai entendu dire qu'elle avait coupé les ponts avec nous il y a quelques années, mais je ne sais pas où elle est maintenant ni ce qu'elle fait. »« Tu penses encore à elle ?» demanda Amelia. Bio resta silencieux un instant. « Je lui ai pardonné il y a longtemps, » dit-il enfin. « Car garder de la colère au fond de mon cœur ne faisait que me blesser. Mais pardonner ne signifie pas oublier la douleur. Cela ne signifie pas que je la reprendrai. » Les filles acquiescèrent. Elles comprenaient. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'Abigail les observait. Elle avait vu l'annonce de la bourse d'études de Rina dans les journaux. Elle avait lu l'article sur la société de mode d'Emerson et Madison. Elle avait entendu parler de la victoire de Cordelia dans un procès important. Elle avait entendu parler d'Amelia qui avait sauvé la vie d'un patient et qui était passée à la télévision. Et la honte l'avait rongée. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Abigail après son départ. Pendant les 3 premières années, la vie était douce. Le chef Okono l'avait bien installée, un appartement en ville, une voiture, de l'argent. Elle faisait ses courses dans des boutiques de luxe, mangeait dans des restaurants chics, voyageait au Ghana et à Dubaï. Elle publiait des photos sur les réseaux sociaux pour exhiber sa nouvelle vie. Elle ne pensait ni à ses origines ni à ses filles. Mais l'épouse du chef Okono l'a pris, et elle n'était pas du genre à se laisser faire. Issue d'une famille influente, elle sema la zizanie. Elle alla voir des hérétiques et porta plainte auprès de la famille du chef. Elle sema la zizanie lors des soirées. Finalement, Chifongo, excédé par ce cirque, appela Abigail un soir. « Ça ne marche plus, dit-il froidement. Ma femme me rend la vie infernale. J'ai besoin de calme à la maison. Tu dois partir. » « Mais, et moi alors ?» supplia Abigail. « Où irai-je ?»« Ce n'est pas mon problème, » répondit le chef Okono. « Je t'ai offert une belle vie pendant 3 ans. Ça devrait suffire. Le bail de l'appartement se termine ce mois-ci. Je ne le renouvelle pas. Garde la voiture si tu veux. Les papiers sont à ton nom, mais ne me contacte plus. » Et il raccrocha. Du jour au lendemain, Abigail se retrouva seule.
Elle essaya de trouver d'autres hommes riches, mais la vérité, c'est qu'elle vieillissait. Elle approchait la quarantaine. Les jeunes femmes, à peine âgées d'une vingtaine d'années, prenaient le relais. Les hommes influents préféraient des femmes plus jeunes, des visages plus frais. Pendant les 2 années qui suivirent, elle passa d'un homme à l'autre, chacun moins riche que le précédent. Ses économies s'épuisèrent. Elle dut vendre sa voiture pour payer son loyer. Puis, elle déménagea dans un appartement moins cher, puis dans un autre encore moins cher. Elle dut vendre ses bijoux pour acheter de quoi manger, puis ses vêtements, puis tout le reste. 5 ans après avoir quitté Bio, Abigail se retrouva au point de départ. Pire encore, car elle n'avait plus ni mari, ni fille, ni famille, ni aucun soutien. Elle retourna à Freetown et loua une minuscule chambre dans un quartier pauvre, le genre de quartier qu'elle avait autrefois méprisé. Elle avait entendu parler du succès de Bio, de sa fortune, de ses filles, toutes brillantes médecins, avocates, femmes d'affaires et la honte la rongeait. Le regret la consumait. La nuit, elle restait éveillée, fixant le plafond de sa minuscule chambre, songeant à ce que sa vie aurait pu être si seulement elle avait été patiente. Si seulement elle s'était contentée de peu. Si seulement elle avait préféré sa famille à une richesse éphémère. Mais il était trop tard. Trop tard pour les regrets. Trop tard pour les vœux. Un jour, Abigail vit un article de journal avec une photo de Bio et de ses 6 filles devant leur nouvelle demeure à Lagos. Le titre disait « De la brouette au manoir, l'histoire inspirante de Bio et de ses 6 filles ». Elle acheta le journal et lut chaque mot. Elle lut comment il avait lutté seul, comment il les avait emmenés à l'école dans une brouette, comment les gens s'étaient moqués d'eux, comment ils avaient tous travaillé dur et réussi. Et elle pleura pendant des heures, serrant le journal contre elle, fixant la photo de la famille qu'elle avait abandonnée. « Je dois les voir », murmura-t-elle. « Je dois m'excuser. Je dois implorer votre pardon. » Elle avait trouvé l'adresse de la demeure dans un article de journal. Elle utilisa ses dernières économies pour prendre un bus pour Lagos. Arrivée devant la maison, elle faillit rebrousser chemin. La demeure était si belle, si grandiose. La plaque dorée au-dessus du portail scintillait au soleil. Elle baissa les yeux sur ses vêtements, délavés, usés. Elle regarda ses mains. Plus de bijoux, juste des mains nues, marquées par le temps et la rugosité à force de laver du linge pour gagner sa vie. Elle faillit faire demi-tour et partir, mais elle était allée trop loin. Elle s'approcha du portail. Le gardien l'arrêta. « Oui, puis-je vous aider ?»« Je dois voir Bio, » dit-elle à voix basse. « Et ses filles. »« Qui êtes-vous » Abigail déglutit difficilement. « Je suis leur mère. » Les yeux du garde s'écarquillèrent. Il avait entendu l'histoire. Tous ceux qui travaillaient dans cette maison connaissaient l'histoire de cette femme qui avait abandonné sa famille. « Attendez ici » dit-il en entrant pour informer la famille. À l'intérieur du manoir, la famille déjeunait ensemble le dimanche. Les 6 filles étaient rentrées ce week-end-là. Elles le faisaient une fois par mois, toutes réunies avec leur père. Lorsque le garde est venu leur annoncer que leur mère était à la porte, un silence s'est abattu sur la salle à manger. Bio s'arrêta net, bouche bée. Ses verres sont restés figés dans ses mains. « Qu'avez-vous dit » demanda Rina d'une voix douce. « Votre mère, madame, elle est à la porte. Là elle dit vouloir vous voir tous. » Le visage de Bio était impassible. Il ne dit rien, fixant son assiette. « Que faire » demanda Cordelia. « Renvoyez-la » lança Tina sèchement. « Elle n'a rien à faire ici. »« Non » dit Amelia. « Laissez-la entrer. Laissez-la voir ce qu'elle a manqué. Laissez-la voir ce que nous avons construit sans elle. »« Tu es sûr » demanda Isa en regardant son père. Bio finit par parler. « Laissez-la entrer. Nous écouterons ce qu'elle a à dire. » Ils ordonnèrent aux gardes de la laisser entrer dans la propriété. Abigail remonta lentement la longue allée, le cœur battant la chamade. Elle passa devant les voitures de luxe garées dans le garage. Elle aperçut la piscine, le magnifique jardin, la demeure elle-même, blanche et resplendissante sous le soleil de l'après-midi. Cela aurait pu être à elle. Cette vie, ce confort, cette famille,
Tout aurait pu être à elle si seulement elle avait été patiente. Elle entra dans la maison et fut conduite à la salle à manger. Et là, elles étaient. Bio, plus âgée mais en bonne santé, élégamment vêtue, assis en bout de table, et ses 6 filles, qui n'étaient plus les petites filles qu'elle avait laissées derrière elle. Rina et Tina avaient maintenant 30 ans, c'étaient de belles femmes, sûres d'elles. Cordelia et Amelia avaient 28 ans. Emerson et Madison en avaient 26. Toute la fixait. Les jambes d'Abigail flanchèrent. Elle tomba à genoux, là, sur le seuil. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolée. J'ai fait une terrible erreur. J'ai été stupide. J'ai été avide. J'ai détruit notre famille. Pardonne-moi, je t'en prie. » Personne ne répondit. Elle rampa à genoux, les larmes ruisselant sur ses joues. « Bio, je t'en prie. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je sais que j'ai choisi l'argent plutôt que ma famille. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. » Pourtant, personne ne dit un mot. Elle se tourna vers ses filles. « Mes chéries, mes magnifiques filles. Je suis si fière de vous. Regardez ce que vous êtes devenues. Médecin, avocate, femme d'affaires. Mais je n'y étais pour rien. Je n'étais pas là. J'ai tout raté. J'ai raté vos remises de diplôme. J'ai raté vos épreuves. J'ai raté mon rôle de mère et je le regretterai toute ma vie. » Rina prit enfin la parole, d'une voix glaciale. « Tu es fière de nous. Tu n'as pas le droit d'être fière de nous. Nous ne sommes pas ta réussite. Nous sommes la réussite de papa. C'est lui qui nous a élevés. C'est lui qui nous emmenait à l'école en brouette pendant que tu te baladais en voiture avec le chef Okono. C'est lui qui sautait des repas pour que nous puissions manger pendant que tu dînais dans des restaurants chics. C'est lui qui pleurait avec nous la nuit quand on demandait où tu étais. Je sais, sanglota Abigail. Je sais, et je suis désolée. Désolée, ce n'est pas assez, dit Tina. Sais-tu ce que nous avons ressenti quand tu es parti? Sais-tu combien de nuits nous avons passé à pleurer jusqu'à nous endormir? Cordelia a fait des cauchemars pendant des années. La petite Madison demandait tous les jours à son papa, quand est-ce que maman revient? Sais-tu ce que ça lui a fait? Sais-tu ce que ça nous a fait? La voix de Madison était la plus douce. J'ai 26 ans et je me souviens encore du jour où tu es parti. Je me souviens avoir couru après ta voiture, en pleurant, te suppliant de revenir. Je me souviens que tu ne t'es même pas retourné. J'avais 6 ans, maman. 6 ans, et tu ne t'es même pas retourné. Abigail pleurait tellement qu'elle avait du mal à respirer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien. Je vis dans une petite pièce. Je n'ai pas d'argent. Je souffre. S'il vous plaît, reprenez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi faire à nouveau partie de cette famille. C'est Bio qui prit enfin la parole. Abigail, dit-il doucement. Je t'ai pardonné il y a longtemps, car je n'avais pas le choix, la colère me détruisait. Mais pardonner ne signifie pas se réconcilier. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas te laisser revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Mais je suis leur mère, supplia Abigail. Non, répondit Bio fermement. Tu as cessé d'être leur mère le jour où tu es parti en voiture. Je suis devenue leur mère et leur père. C'est moi qui leur ai tressé les cheveux. C'est moi qui assistais aux réunions scolaires. C'est moi qui les soutenais quand ils étaient malades. C'est moi qui célébrais leur réussite. Tu n'étais là pour rien de tout ça. Tu n'as plus aucun droit sur eux. Rina reprit la parole. Maman, nous ne te mettrons pas à la rue. Nous ne sommes pas sans cœur comme toi. Nous t'aiderons. Le visage d'Abigail s'illumina d'espoir. Mais Rina poursuivit, sa voix résonnant. Comprends bien ceci. Nous te aidons par charité, non par amour. Nous louerons un petit appartement, non pas ici à Lagos, mais dans une petite ville. Nous t'enverrons de l'argent chaque mois pour la nourriture et les besoins essentiels. Mais c'est tout. Vous n'habiterez jamais dans cette maison.
Tu ne t'assiéras plus jamais à cette table. Tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Tu n'es qu'une femme que nous aidons par pure bonté d'âme, et non parce que nous te considérons comme notre mère. Mais Abigail était anéantie. C'était pire qu'être mise à la porte. C'était être tenue à distance, réduite à un cas social. Voilà notre offre, dit Tina. À prendre ou à laisser. Et si je refuse, demanda Abigail, désespérée. Et si je vous supplie de me laisser revenir définitivement? Alors vous n'aurez rien, répondit simplement Emerson. Et vous pourrez retourner dans votre chambre individuelle. Abigail comprit qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait aucun moyen de pression, aucun pouvoir, rien. J'accepte, murmura-t-elle.